Salut à tous. Washington exige-t-il la reddition de l'Iran? Pourquoi le retour du Hadix pourrait tout changer? Nous sommes le 1er août 2026 et de nouvelles informations particulièrement inquiétantes commencent à circuler autour du Moyen-Orient. Des avions d'attaque américains seraient en mouvement, de nouvelles options militaires auraient été examinées à Camp David. Plusieurs représentations diplomatiques américaines viennent de publier des avertissements presque identiques. Et au centre de toutes ces discussions, un avion que beaucoup considéraient déjà comme appartenant à une autre époque revient soudainement sur le devant de la scène. Les AT Thunderbolt sont plus connus sous le nom de Warthog. C'est pas l'avion le plus rapide de l'arsenal américain, c'est pas le plus furtif. Ce n'est pas non plus celui que l'on envoie normalement pour pénétrer en premier dans un espace aérien lourdement défendu. Mais lorsqu'il faut voler bas, rester longtemps au-dessus d'une zone de combat, poursuivre de petites embarcations, identifier des dépôts, attaquer des milices ou détruire des drones à un coût relativement raisonnable, le Hadix devient soudainement beaucoup plus intéressant. Et c'est précisément pour cette raison que son possible retour au Moyen-Orient mérite toute notre attention. Car si les informations actuellement rapportées sont exactes, Washington ne chercherait plus seulement à empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. L'objectif pourrait être beaucoup plus large, sécuriser les voies maritimes internationales, affaiblir les réseaux régionaux de Téhéran, réduire ses capacités militaires résiduelles, exercer une pression suffisante pour forcer les dirigeants iraniens à accepter les conditions américaines. Autrement dit, nous ne parlerions plus simplement d'une nouvelle frappe symbolique. Nous parlerions peut-être du début d'une campagne méthodique. Mais avant d'analyser le rôle possible du Hadix, il faut revenir à Camp David, car c'est là que cette nouvelle séquence aurait véritablement commencé. Dans la soirée du 30 et 1 juillet 2026, Donald Trump aurait réuni les principaux membres de son administration à Camp David. Selon les informations citées dans le transcript, 2 grands médias américains auraient ensuite publié des récits convergents sur les discussions organisées durant cette réunion. Le Wall Street Journal aurait rapporté que le président avait demandé la préparation de nouvelles options d'attaque contre l'Iran. Ces options auraient dû pouvoir lui être présentées très rapidement et certaines auraient même pu être exécutées dès le week-end. L'objectif évoqué aurait été clair, accroître la pression sur les dirigeants iraniens afin de les pousser vers une forme de reddition. CBS News aurait, de son côté, rapporté que les États-Unis et Israël envisageaient une campagne contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Parmi les cibles potentielles mentionnées figuraient les raffineries, les installations de production électrique et d'autres infrastructures essentielles au fonctionnement de l'économie iranienne. Certains planificateurs auraient même discuté de la possibilité de terminer une première phase de l'opération avant l'ouverture des marchés le lundi. Il faut toutefois rester extrêmement prudent. Au moment où ces informations étaient rapportées, aucune nouvelle vague de frappe n'avait encore été publiquement confirmée. Aucune décision finale n'avait été officiellement annoncée. Et rien ne permettait d'affirmer avec certitude que les scénarios examinés à Camp David seraient effectivement exécutés. Pour l'instant, nous sommes donc face à un mélange de déclarations politiques, de rapports médiatiques, de mouvements militaires supposés et de signaux diplomatiques. Mais lorsque tous ces éléments apparaissent au même moment, il devient difficile de les ignorer. Donald Trump aurait déclaré que les forces américaines continueraient à frapper très durement l'Iran jusqu'au moment où les dirigeants du pays diraient qu'ils ne pouvaient plus supporter la pression. Cette phrase est importante, car elle décrit une stratégie d'usure. Il ne s'agirait pas simplement de lancer quelques missiles, de publier des images spectaculaires et de déclarer ensuite que la mission est accomplie. La logique décrite semble être celle d'une pression progressive, dans laquelle chaque frappe, chaque sanction et chaque mouvement militaire est destiné à réduire un peu plus la marge de manœuvre du régime iranien. Le premier objectif serait évidemment d'empêcher l'Iran de disposer d'une arme nucléaire. Le deuxième serait de garantir l'ouverture des voies maritimes internationales, notamment autour du détroit d'Ormuz. Le troisième serait de couper davantage Téhéran de ses alliés régionaux, de ses milices et de ses réseaux logistiques. Et le quatrième pourrait être d'empêcher l'Iran de reconstruire rapidement ses capacités après chaque frappe. C'est là que la situation devient beaucoup plus sérieuse.
Détruire une installation nucléaire est une opération militaire. Empêcher un pays de reconstituer son système militaire, ses stocks de missiles, ses infrastructures énergétiques et son réseau régional est une stratégie beaucoup plus vaste. Washington ne semblerait donc plus rechercher uniquement un accord temporaire ou une promesse diplomatique. L'administration américaine pourrait chercher à modifier durablement le rapport de force. Le régime iranien aurait déjà eu, selon cette lecture, plusieurs possibilités de désescalade. À force de refuser les différentes sorties diplomatiques, les dirigeants de Téhéran risquent maintenant de découvrir que la prochaine porte ne mène pas nécessairement à une salle de négociation. Elle pourrait mener directement à une piste d'aviation militaire. Évidemment, l'Iran n'est pas resté silencieux face à ces informations. Ali Abdali, présenté dans le transcript comme le chef du commandement militaire central iranien, aurait accusé Washington de provoquer une nouvelle escalade. Il aurait également averti que tous les pays servant de bouclier défensif aux États-Unis pourraient être engloutis par les flammes de la guerre. Cette déclaration vise clairement les partenaires régionaux de Washington. La Jordanie, le Koweït, Bahreïn, le Qatar et l'Arabie Saoudite accueillent tous, à différents degrés, des forces américaines, des bases, des infrastructures ou des opérations de soutien. Si les États-Unis lançaient une nouvelle campagne aérienne, une partie des appareils pourrait utiliser l'espace aérien, les pistes, les systèmes de ravitaillement ou les réseaux logistiques de ces pays. La menace iranienne chercherait donc à exercer une pression sur eux. Le message est simple, si vous aidez les États-Unis, vous deviendrez vous aussi une cible, mais il faut remarquer quelque chose. Dans la déclaration rapportée, Téhéran ne menace pas directement le territoire continental américain, il menace principalement les voisins de l'Iran. Cela peut révéler une volonté de fracturer la coalition régionale. L'Iran sait qu'il lui serait extrêmement difficile d'affronter directement la puissance militaire américaine dans une confrontation conventionnelle. En revanche, il pourrait essayer d'intimider les gouvernements voisins, de perturber leurs économies, de frapper leurs bases ou de les convaincre que le prix d'une coopération avec Washington sera trop élevé. Les principaux outils disponibles resteraient probablement les missiles balistiques, les drones et les groupes armés alliés. Ce sont les capacités que le régime iranien conserve encore en quantité importante et qu'il pourrait utiliser relativement rapidement. Le transcript mentionne également des images circulant sur le réseau X, présentées comme montrant un bâtiment du corps des gardiens de la révolution islamique en flammes, mais aucune authentification indépendante n'était disponible. Il est donc indispensable de ne pas présenter ces images comme la preuve d'une nouvelle frappe confirmée. Dans un conflit moderne, une vidéo peut être ancienne, mal localisée, modifiée ou accompagnée d'une description totalement fausse. Le fait qu'une image circule rapidement ne signifie pas qu'elle soit authentique. Mais même sans confirmation, la simple multiplication de ces images contribue à accroître la pression psychologique autour du régime iranien. Quelques heures plus tard, un autre signal est apparu. Les ambassades américaines à Amman, Jérusalem et Bagdad auraient publié des avertissements presque identiques. Les ressortissants américains étaient invités à envisager leur départ, à se préparer à des annulations de vols et à anticiper de possibles fermetures d'espaces aériens. L'avertissement publié à Jérusalem aurait explicitement mentionné le caractère imprévisible du régime iranien, sa capacité à attaquer sans avertissement et le risque d'une extension des frappes à des zones qui n'avaient pas été visées auparavant. 3 représentations diplomatiques, 3 messages similaires, le même matin. Ce type de coordination peut évidemment relever d'une simple mesure de prudence. Mais il peut également signifier que les autorités américaines estiment qu'une dégradation rapide de la situation est possible. Il faut encore une fois séparer les faits de l'interprétation. Le fait concret est la publication des alertes. L'idée que ces alertes annoncent une opération militaire imminente reste une hypothèse. Néanmoins, lorsqu'une puissance commence à protéger ses ressortissants, à renforcer ses bases et à déplacer des avions d'attaque, cela signifie généralement qu'elle veut se préparer à plusieurs scénarios. Et parmi les avions qui pourraient jouer un rôle dans ces scénarios, le HADX occupe une place tout à fait particulière. Le HADX n'est pas simplement un avion sur lequel on a installé un gros canon. Il a littéralement été construit autour de son canon. Le GO-8 et Avenger est un canon rotatif à 7 tubes de 30 mm.
Selon les chiffres cités dans le transcript, il peut tirer environ 65 projectiles par seconde, soit près de 3900 coups par minute. L'ensemble du système d'armes pèserait plus de 4000 livres et sa longueur approcherait 10 à 9 pieds entre l'arrière du tambour et l'extrémité du canon. Le recul moyen généré pendant le tir atteindrait environ 10 000 livres de force. Pour compenser cette puissance, la conception de l'appareil elle-même a dû être adaptée. Les moteurs ont été positionnés de manière à réduire les mouvements provoqués par le tir. Le train d'atterrissage avant est décalé afin que le tube qui tire soit aligné aussi précisément que possible avec l'axe de l'avion. Chaque décision importante dans la conception du ADIX revient donc au même élément, le canon. Sur beaucoup d'avions, le canon constitue un équipement supplémentaire. Sur le ADIX, on pourrait presque dire que l'avion constitue le système de transport du canon. Cette arme peut utiliser plusieurs types de munitions. Certaines sont conçues pour percer des véhicules blindés ou des protections lourdes. D'autres sont hautement explosives et incendiaires. Dans le contexte iranien, les munitions explosives pourraient être utilisées contre des dépôts, des positions de milices, des stocks d'armes ou des drones cachés dans des bâtiments. Le transcript évoque notamment la possibilité que l'Iran dissimule des drones Shahed dans des entrepôts qui ont déjà été touchés. La logique serait relativement simple. Si un bâtiment est déjà fortement endommagé, il ne peut être pas nécessaire de gaspiller une bombe guidée très coûteuse pour le frapper une nouvelle fois. Un ADIX pourrait entrer dans la zone, confirmer la présence d'équipement et utiliser son canon ou des roquettes afin de terminer la destruction. Cela ne signifie pas que l'opération serait facile. Voler bas dans un environnement hostile reste extrêmement dangereux. Mais le ADIX a précisément été conçu pour survivre dans ce type de situation. Le pilote est protégé par une cellule blindée, souvent surnommée la baignoire en titane. Les commandes de vol et plusieurs systèmes essentiels bénéficient également d'une protection importante. Le transcript évoque une conception capable de résister à des projectiles perforants de 23 mm. Le meilleur exemple de cette robustesse reste l'histoire de la capitaine Kim Campbell en 2003. Son ADIX avait été très gravement endommagé au-dessus de Bagdad. Les systèmes hydrauliques avaient été perdus. Le fuselage avait reçu un nombre considérable d'impacts. L'appareil ne pouvait plus être piloté normalement. Elle avait alors utilisé le système manuel de secours et réussi à ramener l'avion. Ce type d'événement montre que la survivabilité du ADIX n'est pas un simple argument de communication. C'est une nécessité directement liée à sa mission. Le Warthog est destiné à descendre là où les tirs terrestres sont plus nombreux, à rester dans une zone dangereuse et à continuer sa mission même après avoir subi des dégâts. Cette capacité pourrait devenir essentielle si les États-Unis décidaient de poursuivre de petites unités mobiles iraniennes. Le transcript affirme que des ADIX auraient déjà été utilisés au cours de la campagne pour chasser des embarcations rapides iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Ces vedettes représentent un problème particulier. Elles sont petites, rapides et relativement peu coûteuses. Elles peuvent se déplacer en groupe et tenter de saturer les défenses d'un navire plus important. Pour un chasseur rapide, identifier correctement une petite embarcation, confirmer qu'elle représente une menace et l'attaquer peut être compliqué. L'avion traverse la zone très rapidement et dispose de peu de temps pour observer. Le ADIX peut faire exactement l'inverse. Il peut voler plus lentement, rester longtemps au-dessus d'une zone et suivre plusieurs cibles successivement. Son canon, ses roquettes et ses missiles lui donnent également différentes possibilités d'engagement. Il peut donc constituer une réponse intermédiaire entre l'hélicoptère potentiellement vulnérable et le missile sophistiqué dont le coût peut être totalement disproportionné par rapport à celui de la cible. Le même raisonnement s'applique aux drones. Le transcript mentionne l'utilisation possible de roquettes AGR 2.0 APKWS guidées par laser. Ces roquettes coûteraient moins de 30 000 $ par tir et le ADIX pourrait en transporter plusieurs. Face à des drones Shahed, relativement lents et peu coûteux, cette différence financière est cruciale. L'un des problèmes majeurs des armées occidentales est le rapport entre le prix de la cible et celui de l'intercepteur. Détruire un drone bon marché avec un missile valant plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de $, peut fonctionner sur le plan tactique.
Mais si l'adversaire envoie des centaines de drones, cette solution devient difficilement soutenable. Le HADIX pourrait réduire ce déséquilibre. Il peut voler relativement lentement, se positionner derrière les drones, rester dans la zone et engager plusieurs cibles pendant la même mission. Son canon et ses roquettes guidées offriraient différentes solutions en fonction de la cible et de l'environnement. C'est ce qui rend l'appareil particulièrement adaptable. Il peut participer à une mission d'appui aérien rapproché, attaquer une position de milice, poursuivre une embarcation, détruire un drone ou soutenir une opération de recherche et de sauvetage au combat. Son véritable avantage n'est donc pas seulement la puissance de son canon, c'est sa capacité à rester sur place, à observer, à recevoir de nouvelles informations et à changer de mission pendant le vol. Dans une campagne complexe contre l'Iran, cette flexibilité pourrait être extrêmement utile. Mais il existe également une limite évidente. Le HADIX est robuste, mais il n'est pas invulnérable. Il vole lentement, il opère souvent à basse altitude et il peut être exposé aux canons antiaériens ainsi qu'aux missiles portables tirés depuis le sol. Le transcript affirme que le réseau de défense aérienne iranien aurait été fortement dégradé. Si cela est exact, les appareils américains pourraient bénéficier d'une plus grande liberté d'action à basse altitude. Cependant, détruire les grandes batteries de missiles et les radars fixes ne signifie pas éliminer toutes les menaces. Un soldat équipé d'un missile portable peut se cacher dans un véhicule, un bâtiment ou une zone montagneuse. Une petite équipe mobile est beaucoup plus difficile à détecter qu'une batterie antiaérienne importante. Le transcript évoque justement des informations selon lesquelles des missiles portables fabriqués en Chine pourraient être acheminés vers l'Iran. Ils pourraient passer par le Pakistan avant de rejoindre le territoire iranien par voie terrestre. Plusieurs avions cargo chinois auraient également effectué des vols vers l'Iran. Mais cette partie exige une grande prudence. Nous ne disposons pas, dans le transcript, d'une confirmation indépendante concernant la nature exacte des cargaisons. Nous ne savons pas combien de missiles auraient été livrés, si ces livraisons ont réellement eu lieu ou quelles unités pourraient recevoir ces armes. Il faut donc présenter cela comme une inquiétude ou un scénario et non comme un fait définitivement établi. Il est évidemment possible que les cargos ne transportent pas uniquement des décorations pour la fête d'anniversaire de l'ayatollah. Mais entre un soupçon et un manifeste officiel de cargaison, il existe encore une différence que toute analyse sérieuse doit respecter. Si le HADIX devait être engagé, il ne travaillerait de toute façon probablement pas seul. Le transcript décrit une organisation déjà utilisée lors d'opérations précédentes en Afghanistan. Les HADIX pouvaient évoluer dans une couche plus basse, au plus près des forces terrestres et des cibles. Les F-15E restaient plus hauts, avec des bombes guidées, des armes à longue portée et des systèmes plus adaptés aux frappes lourdes. Les HADIX pouvaient effectuer des passages au canon, tirer des missiles Maverick ou désigner certaines positions. Les Squinze pouvaient ensuite utiliser leurs bombes JDAM ou d'autres armements guidés contre des objectifs plus importants. Cette complémentarité est essentielle. Le HADIX ne remplace pas le F-15E. Le F-15E apporte la vitesse, la portée, la capacité d'emporter des armes lourdes et la possibilité d'attaquer depuis une altitude plus sûre. Le HADIX apporte la persistance, l'observation et la capacité à traiter de petites cibles pendant une longue période. À cela s'ajoutent les avions ravitailleurs, les appareils de surveillance, les plateformes de commandement, les drones de renseignement et les systèmes spatiaux. La puissance américaine ne repose donc pas sur un avion miracle. Elle repose sur une architecture complète dans laquelle chaque appareil joue un rôle différent. Les partenaires régionaux pourraient également participer à cette architecture. Le transcript cite notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Même sans participer directement aux frappes, ces pays peuvent fournir des bases, des renseignements, des capacités de surveillance, une défense aérienne, une coordination de l'espace aérien ou un soutien logistique. C'est précisément la raison pour laquelle les menaces iraniennes contre les voisins de l'Iran sont importantes. Téhéran comprend qu'une campagne américaine efficace dépend aussi du réseau régional qui soutient les opérations. Mais la pression exercée sur l'Iran n'est pas uniquement militaire, elle est également économique. Le détroit d'Ormuz représente l'un des principaux leviers du régime iranien
En menaçant de fermer ou de bloquer ce passage, Téhéran peut perturber les marchés, faire augmenter les prix de l'énergie et exercer une pression sur les gouvernements étrangers. Mais cette arme présente un problème majeur. L'Iran dépend lui aussi de ses exportations de pétrole. Une fermeture durable du détroit ne toucherait donc pas uniquement les pays voisins ou les clients internationaux. Elle aggraverait également la situation économique iranienne. En essayant d'étrangler les autres, le régime pourrait finir par resserrer encore davantage l'étau autour de son propre cou. Le transcript évoque une perte pouvant atteindre 500 millions de dollars par jour en raison du blocus et de la perturbation des exportations. Ce chiffre doit être traité comme une estimation avancée dans la vidéo. Mais même si le montant exact peut être discuté, la logique générale reste importante. Moins de pétrole exporté signifie moins de devises. Moins de devises signifie moins d'argent pour les missiles, les bunkers, les drones, les milices et les réseaux logistiques. L'Iran utiliserait par ailleurs une importante flotte fantôme afin de contourner les sanctions. Ces navires peuvent changer de pavillon, utiliser des structures de propriété opaques, désactiver leur système de localisation ou transférer leur cargaison en mer. L'objectif est de rendre plus difficile l'identification de l'origine du pétrole et de ses véritables acheteurs. Mais si Washington combine les sanctions, la surveillance maritime, les restrictions financières et les frappes contre les infrastructures militaires, la pression peut devenir beaucoup plus difficile à contourner. Une frappe détruit un entrepôt. Une campagne économique cherche à empêcher la construction du prochain entrepôt. C'est cette différence qui explique pourquoi l'objectif américain pourrait désormais aller bien au-delà du seul programme nucléaire. Selon la logique défendue dans le transcript, les revenus pétroliers ont permis à l'Iran de développer un immense réseau de bunkers, de missiles et de forces alliées. Le détroit d'Ormuz fonctionne donc comme une source de financement stratégique. Tant que l'Iran peut vendre son pétrole et menacer simultanément la navigation internationale, il conserve un moyen de pression considérable. L'administration Trump pourrait vouloir mettre fin à cette situation. Elle chercherait non seulement à empêcher l'Iran de disposer d'une arme nucléaire, mais également à lui retirer la possibilité d'utiliser le détroit comme une sorte d'arme économique. C'est ici que se trouve peut être le véritable changement de stratégie. Auparavant, l'objectif pouvait être d'obtenir un accord limité sur le nucléaire. Désormais, Washington pourrait vouloir obtenir un résultat beaucoup plus large. La liberté de navigation, l'arrêt des attaques contre les forces américaines, la réduction des capacités balistiques et l'affaiblissement des groupes soutenus par l'Iran. Mais une question demeure. Que signifie exactement la reddition de l'Iran ? Ce terme peut recouvrir des réalités très différentes. Il peut signifier un cessez-le-feu, il peut signifier l'arrêt des attaques contre les forces américaines. Bon là-dessus, il peut signifier l'acceptation d'inspections nucléaires. Il peut signifier la fin du blocage du détroit d'Ormuz. Il peut également désigner un démantèlement beaucoup plus profond des capacités militaires iraniennes. Le transcript ne fournit pas de définition institutionnelle précise de cette reddition. Et cette absence est importante, car une campagne militaire peut commencer avec un objectif simple, puis s'élargir progressivement jusqu'à devenir extrêmement difficile à terminer. Détruire une cible est relativement facile à mesurer. Déterminer à quel moment un adversaire a suffisamment changé de comportement est beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi il ne faut pas affirmer que la guerre est inévitable ou que la reddition du régime iranien est imminente. Les mouvements militaires peuvent également être utilisés comme un outil diplomatique. En déplaçant des avions, en renforçant ses bases et en laissant circuler certaines informations, Washington peut chercher à convaincre Téhéran que le coût d'un refus sera supérieur au coût d'une négociation. La menace peut parfois obtenir un résultat sans que la totalité de l'opération soit exécutée. Mais pour qu'une menace soit crédible, il faut montrer que les moyens sont réellement disponibles. Et c'est là que le Hadix revient dans notre analyse. Le retour possible du Warthog ne signifie pas nécessairement que les États-Unis préparent une invasion terrestre de l'Iran. Il pourrait plutôt indiquer la préparation d'une campagne destinée à traiter les capacités résiduelles du régime après les premières frappes. Les appareils furtifs et les missiles à longue portée pourraient attaquer les grandes installations. Les F-15 pourraient frapper les bunkers, les centres de commandement et les infrastructures majeures.
Les zadistes pourraient ensuite poursuivre les petites unités, les drones, les embarcations, les dépôts dispersés et les milices. Le Warthog serait ainsi moins l'instrument du premier soir de la guerre que celui des jours et des semaines qui suivent. C'est peut être cela le signal le plus important. Un appareil comme le ADIX n'est pas nécessairement déployé uniquement pour produire une image spectaculaire. Il est surtout utile lorsqu'il faut rester, observer, recommencer et exercer une pression constante. Son apparition pourrait donc annoncer le passage d'une série de frappes ponctuelles à une campagne plus longue et plus méthodique. Le transcript élargit ensuite brièvement son analyse au conflit en Ukraine. Une frappe russe menée le 29 juillet aurait utilisé au moins un missile balistique fourni par la Corée du Nord. Il s'agirait de la première utilisation de ce type mentionné depuis l'été 2025 après de nouvelles livraisons provenant de Pyongyang. La Russie aurait également modifié une partie de sa tactique avec davantage de missiles et moins de drones dans certaines attaques. L'objectif supposé serait d'exploiter le manque d'intercepteurs capables de détruire les missiles balistiques russes. L'Ukraine chercherait parallèlement à développer ou adapter davantage de systèmes d'interception, et le transcript mentionne une rencontre entre Volodymyr Zelensky et des dirigeants de Lockheed Martin. Cette séquence ukrainienne semble éloignée de la situation iranienne, mais elle illustre une réalité commune. Les guerres modernes ne sont pas uniquement des affrontements entre armées nationales. Elle repose de plus en plus sur des réseaux de fournisseurs, des partenaires industriels, des États alliés et des chaînes logistiques internationales. La Corée du Nord soutient la Russie. La Chine est soupçonnée de soutenir l'Iran. Les États-Unis travaillent avec leurs partenaires régionaux et leurs industriels de défense. Chaque conflit devient ainsi une compétition entre plusieurs systèmes d'approvisionnement. Et dans cette compétition, la capacité à produire des munitions moins coûteuses, à réparer rapidement les équipements et à maintenir une présence durable peut devenir aussi importante que la sophistication d'un avion ou d'un missile. Nous arrivons donc à la question essentielle. Les États-Unis sont-ils réellement sur le point de lancer une nouvelle vague de frappes contre l'Iran ? Pour le moment, il est impossible de l'affirmer avec certitude. Nous disposons de rapports médiatiques, de déclarations politiques, d'alertes diplomatiques et de mouvements d'appareils supposés. Ces signaux sont sérieux, mais ils ne constituent pas encore une confirmation définitive. Ce qui semble plus clair, en revanche, c'est la direction générale de la pression américaine. Washington veut empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire. Washington veut protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz. Washington veut réduire la capacité de Téhéran à financer ses missiles, ses drones et ses réseaux régionaux. Et Washington veut convaincre les dirigeants iraniens que le temps ne joue plus en leur faveur. Dans cette stratégie, le ADIX n'est que la partie la plus visible d'un système beaucoup plus vaste. Derrière lui se trouvent les F-15E, les avions ravitailleurs, les appareils de renseignement, les forces navales, les sanctions économiques et les partenaires régionaux. Le véritable enjeu n'est donc pas seulement de savoir si quelques Warthog vont revenir dans le ciel du Moyen-Orient. La véritable question est de savoir ce que leur retour représenterait. S'agit-il simplement d'une mesure de précaution ? D'une démonstration destinée à renforcer la position diplomatique américaine, ou du premier signe d'une campagne conçue pour démanteler, étape par étape, les capacités militaires, économiques et logistiques de l'Iran, car si les ADIX sont réellement déployés pour poursuivre les drones, les vedettes rapides, les dépôts d'armes et les milices, cela signifiera que Washington ne prépare pas seulement le premier coup. Il se prépare, peut être déjà à tout ce qui viendra après. Alors, selon vous, les États-Unis vont-ils relancer des frappes avec des ADIX et des F-15E dans les prochains jours ? Ou bien ces mouvements militaires sont-ils principalement destinés à forcer Téhéran à négocier avant que la situation devienne incontrôlable ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.